Peuple congolais, dans la démocratie et le renouveau, notre devise, c'est le travail, le patriotisme et l'intégrité. Engageons-nous dans notre idéologie, le lumumbisme et le panafricanisme, la social-démocratie et l'écologie politique pour bâtir et sauver le Congo. Le RPDR est pour l'unité, RPDR pour l'intérêt public, RPDR pour le progrès et la justice, RPDR est contre l'impunité, RPDR est, RPDR est, RPDR est notre parti. Mazé. Massa. Merci beaucoup. Nous pouvons nous asseoir. Je veux dire qu'il était le suppôt de la colonisation. Mais 2 ans après, c'est-à-dire qu'en 1958, Lumumba est invité dans une conférence de peuple africain à Accra. Accra, c'est au Ghana. Il arrive là-bas, Lumumba fait la connaissance ou bien rencontre de personnalités comme Franck Fanon. Franck Fanon était français mais d'origine martiniquaise. Mais après, il avait opté pour la nationalité algérienne. Il avait quitté la France, il avait quitté les Antilles. Il est parti vivre en Algérie pour mener le combat. L'Algérie était en guerre contre la France. Il menait le combat de la libération. Et Franck Fanon était parti rejoindre ce combat-là. Et à Accra, Fanon était là. Lumumba a raconté Fanon. Lumumba a raconté un Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah, vous savez très bien que le Ghana fut le premier pays africain à accéder à l'indépendance. Et Nkrumah faisait partie, comment dirais-je, de grands panafricanistes. Dans cette conférence, Lumumba a raconté toutes ces personnalités-là. Et du coup, sa perception, sa façon de voir les choses a complètement changé. De retour au Congo, Lumumba qui était, je vous l'avais dit, un peu pro-colonialiste, Lumumba a complètement changé. Et on a vu le 30 juin 60, un Lumumba debout devant le roi Léopold II et le roi Baudouin, tenir un discours, comment dirais-je, anticolonial, anti-impérialiste, devant le roi. Donc l'homme qui, en 1956, faisait encore l'apologie de la colonisation, s'est tenu debout devant le roi le 30 juillet 60 pour tenir un discours. Et dans ce discours, Lumumba rappelait au roi certaines choses. Quoi, par exemple, le roi, il a fait un discours le 30 juin. Dans son discours, le roi, il a voulu, comment dirais-je, présenter son grand-père, le roi Léopold II, comme un génie, la personne qui a porté la civilisation aux Congolais. Et aujourd'hui, si nous sommes en train de célébrer le 30 juin, c'est une sorte de cadeau que la Belgique a octroyé aux Congolais. On va vivre ensemble dans l'harmonie, tout cela. Kassavou qui prend la parole, il emboîte un peu le discours du roi Baudouin pour dire que voilà, nous avons accédé à l'indépendance en collaboration avec la Belgique, tout cela. Mais lorsque Lumumba prend la parole, Lumumba tient un discours, comment dirais-je, qui change catégoriquement. Au lieu d'abord de s'adresser au roi Baudouin, Lumumba s'adresse au peuple congolais, aux Congolais amis de la liberté.
au peuple congolais en lutte. Et dans son discours, il montre clairement que l'indépendance que nous venons d'acquérir ne fut pas un cadeau. On a beaucoup souffert. On s'est battu pour obtenir cette indépendance. On nous a coupé les bras. On a travaillé pour récolter du caoutchouc. Donc il a raconté, il a fait un peu l'historique de la souffrance du peuple congolais. Pour dire que nous sommes contre la colonisation qui fit un système qui fit la négation même de l'homme noir, la négation même de l'humanité de l'homme noir. Donc Lumumba a tout rappelé. Donc bref, nous pouvons dire que la pensée politique, en résumé, la pensée politique de Lumumba, c'est une pensée anticoloniale, mais aussi anti-impérialiste. Donc partout où la colonisation se manifeste, Lumumba se met debout pour se battre. Qui dit colonisation, dit domination. Là où les peuples sont dominés, Lumumba s'élève pour se battre. La pensée de Lumumba fut aussi anti-impérialiste. L'impérialisme, c'est le fait que certaines puissances mondiales, notamment occidentales, veulent régenter, je veux dire, le monde et particulièrement l'Afrique. Ils veulent exploiter les richesses africaines, les richesses congolaises. Ils ont mis à la tête de nos États des personnalités qu'eux-mêmes pouvaient contrôler pour continuer à piller le pays. Et parfois même à travers certaines, comment dirais-je, personnes. Lumumba s'est levé contre ça le 30 juin 1960. Lumumba, il était un grand panafricaniste. Pour lui, il ne concevait pas le développement du Congo sans le développement de l'Afrique. Donc il disait que le développement du Congo est, comment dirais-je, lié avec le développement de l'Afrique. Vous vous souviendrez que Franck Fanon, qui lui aussi était à la conférence de Ghana, avait dit « L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est située où ?» Au Congo. C'est-à-dire que pour dire que le Congo, l'Afrique ne peut pas se développer sans le Congo, de la même manière que le Congo ne peut pas se développer sans l'Afrique. Donc notre destin est étroitement lié. C'est la pensée de Lumumba. Maintenant, on en vient au deuxième point, la situation politique, la situation que nous vivons actuellement au Congo. On a vu Lumumba à travers sa biographie, on a vu Lumumba à travers son combat, à travers sa pensée, comment est-ce qu'il a évolué d'un homme, comment dirais-je, qui était, je dirais, suppôt du colonialisme, il a complètement changé à la rencontre de grands penseurs du monde, de grands leaders. Et il y avait aussi un autre fait qui avait aussi beaucoup changé, c'est le fait que quand il est revenu d'Accra, il a tenu un grand meeting à Stanleyville, à Kisangani. Dans ces meetings, la police a tiré. Il y avait eu 30 morts, même plus. Il a fait la restitution de ceux qui étaient partis entendre au Ghana. Et tout de suite, il a demandé l'indépendance immédiatement. Il faut l'indépendance. Alors, la puissance coloniale n'était pas d'accord. Ils ont tiré sur lui, sur la foule. Après, ils l'ont arrêté. Donc, Lumumba était arrêté, mis en prison. Et comment il est sorti? Lumumba est sorti parce que lorsque les leaders congolais se sont retrouvés en Belgique, dans le cadre de la table ronde, ils ont exigé la présence de Lumumba à la table ronde, sinon il n'y aurait pas de travaux. Donc Lumumba est sorti de la prison directement à Bruxelles pour participer aux travaux de la table ronde. C'est voir un peu l'importance que cet homme avait pris dans le milieu congolais. Bref, on a vu Lumumba. Maintenant, aujourd'hui, deuxième point, essayons un peu d'analyser la situation de notre pays. Le Congo, notre pays, avec une superficie de 2 345 000 km², est un grand pays. Il fait pratiquement 80 fois la Belgique, comme on a souvent tendance à le dire, avec fierté d'ailleurs,
il fait 4 fois la France. Donc sa superficie est comparable à celle de toute l'Europe de l'Ouest du Congo. Donc c'est vraiment un grand pays. Outre sa richesse en minerais, nous avons le cobalt. Vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas construire de voitures électriques sans le cobalt. On ne peut pas fabriquer de batteries sans cobalt. Donc le cobalt est très important aujourd'hui. D'ici 20 ans, il n'y aurait plus de véhicules à essence. Donc il y aura plus de véhicules électriques qui auront tous besoin de batteries, donc du cobalt. Je ne parlerai pas du coltan. Vous savez très bien que ça, coltan, on n'aurait pas d'ordinateur, on n'aurait pas de téléphone, on n'aurait pas beaucoup de choses. Bref, donc nous sommes un pays potentiellement riche, très très riche. Mais en même temps, c'est un pays qui est très très pauvre. Pauvre parce que au jour d'aujourd'hui, le Congo est classé parmi les 3 premiers pays pauvres du monde. Malgré notre potentialité, malgré tout ce qu'on a comme richesse potentielle sur le plan minéral, mais sur le plan aussi, comment dirais-je, forestier, tout cela. Le Congo aujourd'hui est dirigé par un monsieur qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Il a accédé au pouvoir, vous savez dans quelles conditions. Nous étions partis aux élections en 2018, mais avant d'y aller aux élections 2018, le Congo était, comment dirais-je, avait fait face à la guerre lorsque Laurent Désiré Kabila était venu chasser Mobutu du pouvoir. Ensuite, le Rwandais, avec le RCD Goma, avec les Ougandais, avec le MLC de Jean-Pierre Bemba, ils nous ont attaqués. Le pays était divisé en trois parties. Une partie entre les mains de Rwandais, l'autre partie entre les mains des Ougandais, mais aussi la partie qui était restée entre les mains de Laurent Désiré Kabila. On s'est retrouvés tous à Sound City, en Afrique du Sud, pour dialoguer, pour discuter. De ces discussions, on s'est dit que, voilà, on va mettre en place un régime 1+4. 1+4 pour permettre que tous les belligérants puissent diriger les pays pendant 3 ans dans un régime de transition, de 2003 à 2006. Et à 2006, on ira aux élections. Parce qu'on ne veut plus que quelqu'un puisse accéder au pouvoir par les armes. Si vous voulez accéder au pouvoir, il faut faire la démarche de voir le peuple souverain, demander le pouvoir entre les mains du peuple, il vous accorde le pouvoir et vous dirigez les pays. C'est ainsi qu'en 2006, nous sommes partis aux élections, demander, comment dirais-je, la volonté du peuple. Le peuple a décidé, à cette occasion, que Jean-Pierre Bemba avait gagné les élections. Mais malheureusement, comme vous le savez, Kabila s'est maintenu au pouvoir. En 2011, nous sommes encore partis aux élections avec le papa Étienne Tshisekedi en face de Kabila. Personne ne mettra en doute le fait que Étienne avait remporté les élections. Mais là encore, Kabila s'est maintenu au pouvoir. Et ce qui a poussé papa Étienne Tshisekedi à entrer dans un combat de... il voulait vraiment l'impérium, récupérer son impérium. C'était déjà en quelque sorte la vérité des urnes, version Étienne Tshisekedi. En 2018, rebelote, on va aux élections. Martin Fayulu remporte haut la main les élections. Mais là encore, Kabila s'interpose parce qu'il avait la CENI et la Cour constitutionnelle entre ses mains. Il nous impose Félix. Et depuis, Félix dirige le pays. Ça fait maintenant pratiquement 2 ans et demi que Félix est au pouvoir avec sa majorité dite Union Sacrée. Mais quelle est la situation du pays aujourd'hui? Je pense que sur le plan politique, mais aussi sur le plan sécuritaire, la situation politique
est caractérisé par de violations multiples de la Constitution par le régime de Félix Tshisekedi. Non pas seulement il y a eu plusieurs fois violation de la Constitution, mais aujourd'hui, ce régime veut politiser la CENI. Pour ne pas dire, il a politisé la CENI à travers la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI qui vient d'être votée à l'Assemblée nationale et au Sénat. Cette loi aujourd'hui attend sa promulgation par M. Félix Antoine Tshisekedi. Mais aussi, la situation politique est caractérisée par la déstabilisation de gouvernements provinciaux. Parce qu'aujourd'hui, à l'instar de ce qui se passe au niveau national, Félix veut avoir la majorité dans presque toutes les provinces, la majorité Union Sacrée. Donc, il pousse ses partisans à déstabiliser les gouverneurs qui ne sont pas de leur obédience pour aussi diriger les provinces. Et ça déstabilise justement les provinces. Aujourd'hui encore, la sociopolitique est caractérisée par le fait que la corruption est élevée à un certain niveau. Les députés qui autrefois étaient nommés pour la plupart, ils n'ont pas gagné les élections, ils étaient nommés. Aujourd'hui, ces députés sont corrompus. Corrompus, comment dirais-je, pour soutenir l'union sacrée de la nation. Corrompus par des jeeps. L'histoire de Jeep, de Selfla Jeep aujourd'hui fait l'actualité. Vous savez également que l'actualité est dominée par le fait qu'on a proclamé l'état de siège à l'est du pays sans une bonne préparation, dans la précipitation. Et ce qui fait qu'aujourd'hui encore, on n'arrive pas à mieux maîtriser la situation. Le monde en général, mais particulièrement le Congo, est confronté à la pandémie du coronavirus. De cette pandémie ici au Congo pose problème. Je vous signale en passant que partout ailleurs, beaucoup de présidents se sont fait vacciner. Aujourd'hui encore, on attend toujours le vaccin, enfin la vaccination de M. Antoine Félix Tshilombo. Politiquement, on souffre d'une certaine, je dirais, tribalisme. Pourquoi? Parce que on se rend compte que la majorité des personnes qui sont nommées dans les institutions, qui ont été promis, sont soit ressortissants d'une province, si pas d'une tribu, si pas d'une famille. On est vraiment en pleine tribalisation des institutions du pays, pour ne pas dire du népotisme dans le pays. Ça, c'est brièvement la situation sur le plan politique, mais on y reviendra. Mais sur le plan économique, créer les conditions pour que l'économie puisse créer la richesse, produire la richesse, c'est l'objectif de toute politique économique. Mais pour produire la richesse, il faut investir. Pour investir, il faut des capitaux. Au Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi a sillonné pratiquement le monde à la recherche des investisseurs pour venir investir au pays. Jusque-là, on n'a pas vu grand monde se présenter à la porte du Congo. Du coup, il n'y a pas de production. Quand il n'y a pas de production, il n'y a pas de travail. Quand il n'y a pas de travail, il y a chômage. Économiquement parlant, le pays aujourd'hui est confronté à un niveau de chômage qui avoisine dans les 84% de la population active vive congolaise. Donc la majorité de la population continue à faire face à la pauvreté. Mais si sur le plan économique,
on n'arrive pas à créer de l'emploi. On n'arrive pas à créer de la richesse. Les conséquences, on le vit nettement sur le plan social. Socialement, aujourd'hui, le peuple a perdu le pouvoir d'achat. Le peuple vit dans la misère. Le peuple, aujourd'hui, 2 ans et demi après l'arrivée de ce pouvoir de Félix, parce que rappelez-vous, lorsqu'on s'était battu dans ce pays, lorsqu'on a voulu chasser Kabila du pouvoir, parce qu'on s'est dit que on chasse Kabila du pouvoir, on change les conditions, on améliore la situation sociale de notre peuple. Mais aujourd'hui, pratiquement 2 ans et demi, si pas 3, on s'achemine vers la 3e année, on ne voit pas les changements venir dans ce pays. Le peuple continue à croupir dans la misère, et le peuple commence même à regretter les temps de Kabila. Ils disent qu'avec Kabila, ce n'était pas comme ça. Oui, le peuple a des problèmes d'électricité, des problèmes d'eau, des problèmes d'embouteillage, des problèmes de pouvoir d'achat. Il n'y a rien de concret dans leur vie. Ils ne voient rien. Donc, le peuple commence à regretter même le régime ONU de Joseph Kabila. Brièvement, voici la situation que connaît aujourd'hui ou qui traverse notre pays aujourd'hui. Maintenant, la question. Lumumba, s'il était vivant, comment est-ce qu'il allait réagir face à ce que nous sommes en train de vivre? À l'est du pays, ça fait pratiquement 20 ans que les Occidentaux, à travers le Rwanda, l'Ouganda, continuent à nous narguer. Il y a plus de 10 millions de personnes qui sont massacrées là-bas. Nos richesses sont systématiquement pillées. Aujourd'hui, le Rwanda commence même à exporter les coltans. Et là, dernièrement, vous avez suivi pas plus tard que 48 heures. Ils ont signé un accord avec Félix pour que le Rwanda, comment dirais-je, traite notre or. Je vous rappelle que cette usine construite au Rwanda a coûté plus ou moins 5 millions de dollars. Et je vous rappelle que la corruption avec le GIF coûte à peu près 27 millions de dollars. Donc avec 27 millions de dollars, on peut fabriquer combien d'usines de ce type-là? Même 4, même 5 usines. Mais nous sommes aujourd'hui contraints d'aller, de prendre notre or, l'amener au Rwanda pour que ça soit traité au Rwanda. Alors que nous savons très bien que le Rwanda, c'est un pays pendant plus de 20 ans qui nous a créé que 2 misères. Le Rwanda nous a agressés avec le Rwanda Désiré Kabila. Le Rwanda nous a agressés avec Mutebousi. Nous a agressés avec le Koudamantoari. Le Rwanda nous a agressés avec le RCD Goma. Le Rwanda nous a agressés avec le M23. Le Rwanda nous agresse et il fait en sorte que comment dirais-je, le terrain laissé vacant, il y a une population étrangère qui veut s'installer. L'Ouganda, il a fait un projet de construire son pays, de construire des routes. Et il s'est dit que tiens, je vais aussi construire des routes au Congo. Et il appelle le président congolais pour venir avaliser ce projet. Que le Congo ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Lumumba vivant aujourd'hui, lui qui n'a pas hésité, lorsque les Occidentaux, ils ont utilisé Tchombe pour faire la sécession du Katanga, lorsque les Occidentaux, impérialistes, ils ont utilisé Moulopoué pour faire la sécession du sud de Kasaï, parce que on a accédé à l'indépendance le 30 juin 60, 11 jours après, donc le 11 juillet, Tchombe proclame la sécession du Katanga. Quelques semaines après, le 8 août, Moulopoué proclame la sécession de Sud Kasaï. Lumumba se retrouve en face de 2 sécessions. Mais il n'a pas hésité.
a mené la guerre contre Tchombe, a mené la guerre contre Kalonji pour que ces deux provinces reviennent dans notre Congo. Il n'a jamais accepté que les impérialistes viennent faire n'importe quoi au Congo. Le Lumumba vivant aujourd'hui, il n'acceptera pas ce qui se passe dans nos relations avec le Rwanda. Le Lumumba vivant aujourd'hui, avec une pensée anticoloniale, anticolonialiste, anti-impérialiste, il allait organiser notre armée pour faire la guerre, comme disait Mozitu, contre le Rwanda. Pour arrêter justement que le Rwanda continue à nous narguer comme il le fait. Pour qu'il arrête de piller systématiquement nos matières premières. Pour qu'il arrête de vouloir être le support de la balkanisation de notre pays. Le Lumumba vivant, il allait mener cette guerre-là. Il allait mener ces combats-là. Il n'allait pas nous parler de la diplomatie, de la sagesse, parce que pendant plus de 20 ans, on a nagé de la diplomatie, on n'a pas vu de solution. Aujourd'hui, dans notre relation avec le Rwanda, ou même avec l'Ouganda, nous sommes des soumis. On a fait table rase du passé. On a dit que le million de morts congolais étaient des effets collatéraux. On peut continuer à vivre avec le Rwanda, avec Kagame, avec Museveni, en passant outre nos morts, en faisant fi de nos morts. Le Lumumba ne l'aurait pas accepté. Vivant, il allait justement réclamer nos terres, il allait mener le combat pour protéger notre pays. Parce que souvenez-vous, le Lumumba, il s'est battu pour la souveraineté nationale. Il s'est battu pour l'indépendance nationale. Il n'allait pas accepter qu'on vienne jouer avec notre pays. Le Lumumba vivant, il n'allait pas accepter le Lumumba vivant, il n'allait pas accepter la corruption qui gangrène nos institutions. Colette Brackman, un journaliste belge, vient justement de faire un grand article sur le Lumumba. Il a mené des enquêtes au niveau justement du Parlement belge. Et il a remarqué le fait que le gouvernement belge, à l'époque de la colonisation, ils avaient disponibilisé 7 millions d'euros, soit 8 millions de dollars, pour corrompre le dirigeant congolais. Et il a dit que le dirigeant congolais était corruptible, sauf le Lumumba. Venant d'un Belge comme Colette Brackman, il faut prendre ça au sérieux. Donc le Lumumba, c'est quelqu'un qui n'acceptait pas la corruption. Il était incorruptible. Lui-même, il a dit, on a voulu nous acheter. Nous avons résisté. Et le Lumumba acceptait la corruption, comme ce qui se passe au niveau du Parlement avec le 500 jeeps. Non. Le Lumumba allait se lever et se battre contre cette corruption-là. Il n'allait pas l'accepter. Parce que la corruption, ça détruit le pays. On ne peut pas construire un pays avec la corruption. De la même manière que le Lumumba s'est levé pour lutter contre la fraude, le Lumumba n'allait pas accepter cette loi électorale qui donne la part belle à l'union sacrée. C'est quoi cette loi? Au niveau du bureau, il y aurait 7 délégués, dont 4 viendraient de l'union sacrée, 2 de l'opposition, dont FCC. Donc l'union sacrée et le FCC, ils se sont remis ensemble justement pour diriger ce pays au niveau de la CENI. Le FCC-CAJ a été refait au niveau justement de la CENI. Nous disons non, le Lumumba vivant, il n'allait pas accepter cela. Il allait demander à ce qu'il y ait une loi juste, impartiale. Le Lumumba qui avait, je viens de vous le dire, une vision supranationale, n'allait pas accepter justement au niveau de province, comme je viens de le dire, qu'une province, qu'une tribu, par exemple une tribu plutôt, ou même une famille dirige ou bien prenne la direction de grandes institutions du pays. Le Lumumba, dans son parti qui était national, alors qu'à cette époque-là,
il y a certains, beaucoup de partis qui étaient plutôt fédéralistes. Ils voyaient l'indépendance dans le cadre provincial. Lumumba, lui, à cette époque-là, déjà prônait l'unité nationale. D'ailleurs, son parti, c'est le MNC, Mouvement National Congolais. Il voyait le Congo à travers tous ces territoires. Il ne pouvait pas accepter aujourd'hui qu'une province puisse régenter le pays. Non. Il n'accepterait pas cela. Lumumba avait compris qu'une indépendance politique ne valait rien sans une indépendance économique. Raison pour laquelle d'ailleurs il avait dit on va montrer à l'homme blanc que lorsque l'homme noir travaille dans la liberté, dans la confiance, il est capable de faire beaucoup de choses. Donc Lumumba avait compris qu'une indépendance politique, ça ne servait à rien sans une indépendance économique. Aujourd'hui, je dirais plutôt pendant 60 ans, et Lumumba vivant aujourd'hui, il ne serait pas d'accord avec la manière dont le pays est dirigé aujourd'hui. Je vous remercie. L'ère de la réconciliation est arrivée, c'est ça? Comme l'Allemagne et la France. Comme l'Allemagne et la France. Mais vous savez, la réconciliation, c'est le fait que deux personnes, deux pays, deux États étaient en différend ou en guerre. Ils se mettent ensemble, ils décident maintenant de ne plus se faire la guerre et de travailler ensemble. Nous avons vu aussi la réconciliation en Afrique du Sud avec le président, de Klerk avec le président Mandela. Mais en même temps, il y avait eu la mise en place d'une commission constitution de vérité et réconciliation. Lorsque vous êtes en guerre, avant de vous réconcilier, il faudrait s'asseoir, discuter, se poser la question pourquoi nous étions en guerre, qu'est-ce qui s'est passé, comment réparer. On se pose toutes ces questions-là. Le litige qui nous a mis en guerre avec le Rwanda, ce n'est pas quelque chose de frontalier. On n'a pas volé tout cela. On a tué. Il y a eu des vies humaines. Des gens qui sont morts. La réconciliation devrait passer justement par la reconnaissance des fautes commises par l'une ou l'autre partie. Je reconnais effectivement que je suis fautif dans ce qui s'est passé. Je demande pardon et je voudrais qu'on mette fin à cette histoire-là. Je suis même prêt à payer une amende. La Belgique, ils ont reconnu justement qu'ils avaient une responsabilité morale dans la mort de Lumumba. Seulement morale et pas pénale. Nous voulons qu'ils reconnaissent la responsabilité pénale. Vous parlez de l'Allemagne et de la France. La France, effectivement, a fait la guerre contre l'Allemagne au temps de Hitler. Il y a eu beaucoup de morts. Beaucoup de morts. Il a fallu attendre 50 ans après. La guerre s'est terminée en 1945. Il a fallu attendre l'arrivée de Mitterrand dans les années 80 pour amorcer le début du dialogue. Le début du dialogue. Et ça a pris beaucoup de temps. Nos souvenirs sont encore frais. Les personnes qui ont souffert du conflit Rwanda-Congo, ils sont encore vivants aujourd'hui. Ce qui n'était pas le cas avec, comment dirais-je, la France et l'Allemagne. Pour la plupart des gens qui ont souffert, ils étaient partis. Ça a pris beaucoup de temps. Les cicatrices
comment dire, les plaies se sont cicatrisées et ils ont amorcé le début du dialogue. Mais je peux vous dire que même jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de Français qui continuent justement à ne pas accepter cette réconciliation. Dans le cas qui nous oppose avec le Rwanda, nous ne sommes pas contre la réconciliation. Ce que nous voulons, que le Rwanda accepte, reconnaisse les dégâts qu'il a fait. Et non pas un président Kagame qui, devant la presse internationale, dit qu'il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu d'assassinat au Congo. Il nie complètement. Nous ne voulons pas avoir affaire avec un ambassadeur rwandais, porte-parole de son gouvernement, qui nie en disant qu'il n'y a pas eu de mort. Mais qui d'entre vous ne sait pas que à Kisangani, le Rwanda a fait la guerre contre l'Ouganda pendant 6 jours et il y a eu des morts? Comment voulez-vous remettre en cause les travaux des experts des Nations Unies qui ont épinglé le rôle du Rwanda dans ces assassinats-là? Aujourd'hui, aller au Rwanda, dire qu'il n'y a pas eu génocide de Tutsi, mais vous aurez des problèmes. Non, nous ne sommes pas contre la réconciliation. Mais nous voulons justement d'abord la reconnaissance de ces faits et puis la réparation. Tout simplement. Et aussi l'arrêt, que ça s'arrête. Mais ce n'est pas ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc je disais que le Mumba vivant aujourd'hui, il n'allait pas accepter de traiter avec Kagame sans avoir vidé cette histoire-là, sans avoir tiré au clair, mis comment dirais-je, en évidence les responsabilités. Ça, c'est le premier point. Donc, la réconciliation, pour être bref, nous ne sommes pas contre, mais nous disons qu'il y a quand même certaines conditions avant d'y aller ou bien avant de se réconcilier, conditions qu'aujourd'hui, Félix, comment dirais-je, s'en fout complètement. 2. Vous avez parlé des autres lumumbistes. Vous savez, le Congo, c'est le seul pays, peut-être pas le seul, où le matin, quelqu'un est de gauche, le soir, il est de droite. Les combats politiques ne se mènent pas en termes d'idéologie. Les gens s'en foutent de leur idéologie. Les gens, c'est plutôt leur ventre, leurs problèmes de type digestif qui les intéressent, les intérêts personnels. Qu'il y ait des gens, soi-disant lumumbistes, qui sont dans l'union sacrée, c'est leur droit. Mais quand moi je vous ai parlé de Lumumba, je vous ai expliqué un peu sa pensée, sa vision. Je vous ai dit que Lumumba était contre, comment dirais-je, la corruption. Il n'a jamais accepté la corruption. On a tenté de le corrompre. Il a dit niet, pas question. Mais aujourd'hui, l'union sacrée est caractérisée par la corruption. Vous croyez que tous les députés FCC qui ont rejoint l'union sacrée, ils l'ont fait, comment dirais-je, parce qu'ils ont adhéré à l'idéologie de Félix? Non. D'abord, on les avait menacés. Si vous ne venez pas, je dissous le Parlement. Ça, vous nous a dit qu'on nous a promis des jeeps. Aujourd'hui, on entend parler des jeeps. Donc la corruption est passée par là. Or, le Mumba, je viens de vous le démontrer ici, à travers les écrits de Colette Brackman, il n'a jamais accepté la corruption. Et vous, les Lumumbistes, vous acceptez la corruption, vous dites encore Lumumbiste. Bah, ça, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Il vous appartient de tirer, comment dirais-je, les conclusions. L'autre point que je vous ai parlé sur la haine. Mais je vous ai, quand je suis en train de parler, je vous dis que Lumumba, de son vivant, il n'a jamais accepté le tribalisme. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est moi qui parle du tribalisme? Vous avez suivi les messages des évêques de la Cinco? Ils stigmatisent le tribalisme, qui menace la cohésion nationale. Est-ce que c'est moi
quand CNP allait mener les enquêtes, les nominations sur 100 nominations faites par le régime actuel, vérifiez les gens qui sont là-dedans. Ils sont de quelle province? Et une fois que vous avez compris ça, je pense que vous tirez des conclusions si c'est la haine ou si ce n'est pas la haine. Quand vous prenez les cours des tribunaux, vous savez qu'aujourd'hui, le premier président de cour constitutionnelle, le premier président de cour de cassation, le ministre de la Justice, le président du pays, ils sont tous ressortissants d'une même province. Mais c'est grave. Donc la justice est caporalisée quelque part. Ça encore c'est la haine, mais c'est le fait, c'est la réalité. Donc bref pour dire que non, nous sommes en train de mener un combat, et comment dirais-je, pas sur la base tribale. Vous savez quoi? Je vais vous dire une chose. Moi qui vous parle, ma femme est kassaïenne. Mes enfants sont du Kasaï. Vous allez me traiter de tribaliste? Je vais mener, comment dirais, une guerre. Je vais être haineux vis-à-vis de mes enfants? Non, c'est n'importe quoi. Nous sommes en train de mener un combat objectif sur la base, comment dirais-je, de ce que nous sommes en train de vivre, de fait. De fait. Donc, le Mumba n'allait pas accepter, je vous ai expliqué, qu'une province puisse régenter les pays. Parce que lui qui était du Kasaï, dans le Sankuru, mais il a eu sa base à Kisangani, il a gagné partout à travers la République, et aujourd'hui il est célébré partout. Le Mumba, il était agent au niveau de poste. Il avait compris que quand les lettres arrivaient à la grande poste, on les dispatchait partout, sur toute l'étendue du territoire. Et c'est comme ça qu'il s'est battu pour l'unité du pays, l'unité nationale du pays, pendant que les autres se battaient pour le fédéralisme. Ils voulaient par exemple l'indépendance pour le Bas-Congo, ou pour le Katanga, ou pour le Kasaï. Je vous ai dit qu'on a connu la sécession du Katanga. On a connu la sécession de Kasaï. Kassavou, vous voulez quelque part... comment... Le Mumba s'est battu contre ça. Il n'était pas tribal. Il n'était pas régionaliste. Et quand on dit ça, ce n'est pas justement, comment dirais-je, être haineux. C'est s'appuyer sur le combat, sur les idées de Lumumba pour avancer. Voilà. Maintenant, oui, ça, c'est une autre question à venir, oui. Par rapport à la première question, l'Occident, et particulièrement la Belgique, lorsqu'il avait octroyé l'indépendance au Congo, il voulait, dans tous ses calculs, faire en sorte que le Congo soit ingouvernable. Vous avez des questions? Oui, mais là vous dérangez. Il voulait vraiment que le Congo soit ingouvernable. Partout en Afrique, le colonialiste s'est arrangé pour remettre le pouvoir entre les mains des hommes et des femmes qu'eux pouvaient facilement contrôler. Ce n'était plus l'homme blanc qui dirigeait directement l'Afrique ou le Congo, mais l'homme blanc commençait à diriger le Congo à travers des Noirs. Donc la colonisation a changé de forme. C'est une nouvelle forme de la colonisation. Le blanc ne dirige pas directement le Congo comme lors de la colonisation, mais les blancs dirigent le Congo à travers des Congolais eux-mêmes, mais des Congolais soumis. Mais malheureusement, Lumumba devient le Premier ministre. Il se rend compte que Lumumba n'était pas soumis, on ne peut pas le manipuler, et ils l'ont tué, ils l'ont assassiné. Ils ont voulu que le pays soit entre les mains des hommes libres comme Mobutu et consorts. Aujourd'hui encore, nous ne sommes pas un pays vraiment indépendant, parce que je viens de vous dire que le Mumba avait compris tôt
Sans une indépendance économique, il n'y a pas une indépendance politique. Mais économiquement, où en sommes-nous aujourd'hui? Économiquement, nous sommes un pays potentiellement riche, mais nous avons du mal, par volonté politique, par vision, par leadership, de transformer nos ressources minières pour en faire justement nos richesses potentielles, pour en faire de richesses réelles. Donc on n'est pas indépendant. Nous sommes toujours entre les mains des Occidentaux qui continuent à faire ce qu'ils veulent, qui continuent à diriger notre pays à travers tous ces dirigeants-là. Donc le combat n'est pas encore terminé. Le combat, le Lumumba serait vivant aujourd'hui, il continuerait à se battre pour que le Congo puisse acquérir l'indépendance économique. C'est vrai que l'indépendance à 100%, même économique, n'existait pas, parce que même la France, même la Belgique, même tous ces pays-là, ils ne sont pas indépendants à 100%, mais quand même, ils sont maîtres de leur destin, ils arrivent à diriger leur pays selon leur vision, et non pas, comme c'est le cas chez nous ici, comme je vous l'ai expliqué, un pays comme le Rwanda, là encore, on va me dire taxé de haineux, mais c'est vraiment la vérité. Nos richesses, en l'occurrence l'or, dans ce cas ici, on doit aller les traiter dans une usine au Rwanda, alors qu'on peut les faire ici chez nous, avec un peu de volonté. 5 millions de dollars, c'est moins que 27 millions de jeeps, c'est moins que les 12 millions détournés par ici, par là. C'est moins que les 57 millions détournés. Il n'y a que des détournements ici. Et quand on détourne que des millions, on ne veut pas fouiller dans le passé. Il y a des gens qui brassent des millions d'argent, volés dans les trésors publics. Ils sont là, ils se pavanent. Non, le Lumumba vivant, il allait récupérer tout cet argent-là. Ces gens allaient être poursuivis. Voyez un peu la pensée lumumbiste. Il n'allait pas accepter que les gens qui ont pillé le pays continuent à, comment dirais-je, à vivre tranquillement. Non, les prisons allaient être ouvertes pour tous ces gens-là. Voilà, donc je dis qu'aujourd'hui encore, l'indépendance du Congo, et nous devons encore nous battre pour l'acquérir. La loi électorale, nous, au niveau de la MOCA, on a fait des propositions. On n'est pas là que pour critiquer. C'est vrai qu'on a critiqué. On a dit que cette loi est une loi qui ne nous garantit pas de bonnes élections en 2023. Il y aura des contestations. Ce qu'on a vécu en 1998, ce qu'on a vécu en 2006 ou en 2011, on risque de le revivre en 2023 si cette loi était, comment dirais-je, si ça entre en application. Parce que, déjà au niveau du bureau, on fait une sorte de discrimination. Vous prenez 4, vous prenez 2, non. Qu'est-ce que nous on propose au niveau de la MOCA? Nous disons qu'il faut dépolitiser la CENI. En 2006, en 2011, en 2018, la CENI était politisée. Parce qu'on avait envoyé des délégués politiques au niveau du bureau, au niveau de la plénière. Nous disons que pour cette fois-ci, tirons les leçons de l'histoire des 3 derniers cycles électoraux. Au lieu de laisser la CENI entre les mains des politiques, confions la CENI entre les mains de forces sociales. Par force sociale, disons ceci. On va prendre 8 délégués de confessions religieuses. Par exemple, kimbanguistes, catholiques, Ahmed du Sali, Église de Réveil, 8 délégués. Islam, tout cela. On prend aussi 8 délégués du côté société civile. Par exemple, un délégué de Cour suprême de la magistrature, un délégué de Ordre des avocats, un délégué des mouvements des femmes, un délégué. On prend 8, ça fait 16. Et puis on recrute un rapporteur par concours. Ça fait 17. C'est ça, c'est le bureau. Mais qui va diriger la CENI comme président? Non, il n'y aura pas de Nanga. Il y aura un délégué, par exemple,
de catholiques qui va diriger d'une manière rotative pendant 3 mois. Après, il laisse la main aux délégués des musulmans. Après, il laisse la main aux délégués de l'église de réveil. Tous les 3 mois. Comme ça, il n'y aura pas un président tout fort, tout puissant, qui va s'accaparer de la CENI. Et ça, c'est une manière justement de dépolitiser la CENI pour espérer avoir des élections neutres, impartiales, démocratiques, que tout le peuple, avec lequel tout le peuple serait d'accord. Et pour cela, nous avons proposé qu'on puisse avoir une loi de la CENI consensuelle, de parties prenantes. Je veux dire que l'opposition, la majorité, tout ça, se mettent autour d'une table, discutent, s'arrangent, ou bien se mettent d'accord sur une loi. Ces parlements godillots, ces parlements, comment dirais-je, nommés et corrompus, peuvent alors, comment dirais-je, voter, ou bien, comment dirais-je, entériner ce qui a été décidé au niveau de partenaires. Voilà nos propositions, c'est clair et net, quoi. Oui. Lumumba, na oti ko expliquer ngo awa. Lumumba abotami na Sankuru. Le 2 juillet 1925, akufi le 17 janvier 61, na âge à 35 ans. 36 ans. Lumumba a profité comme tu as ou bien maladie. Lumumba a été assassiné. Babomiye, bakamati nzoto na ye, batina kata tonneau ya acide pour alimwa complètement. Mais tant que vous avez ça là yango, mundele moko azalaki wana azwaki linu ya Lumumba. Abomaki linu ya Lumumba. Yango yoki le oyoke baza koyoka Félix ça koyoka ke nozo yango pour kokunango awa. Et là-dessus, une parenthèse, nous disons ceci. Nous avons attendu 60 ans après Liwa Lumumba. On peut encore attendre. Tu as dit précédé pour Nangokunda Linu ya Lumumba. Ce que nous voulons d'abord, qu'il y ait procès Lumumba. Toeba, nani a bomaki Lumumba. Pourquoi bomaki Lumumba? Jusque-là, il y a un flou sur Liwa Lumumba. La Belgique avait reconnu les responsabilités morales naïe. Mais ce qui est tindi, la relique, il y a Lumumba, pour nous se débarrasser d'un problème de Kamboussili. Mais en attendant, nous voulons que le procès et ça la matoyeba, nani oyo, bazagi na base à Liwa Lumumba, et comment ils doivent réparer. Tu as dit procéder pour la relique pour les ombres. Bien, donc tu as une récupération. Maintenant, le Lumumba a koufi, babomaki, batina katia acide. Mais qui est le Lumumba? Nous avons expliqué qui est le Lumumba avec qui j'ai dit ok. À Botabi, il y a 25, le Bignon, dans Sankuru, ailleurs, dans Kisasa. Mais tant qu'on est jeune, on est quelque part pour soutenir la colonisation. On a très bien que le système colonial, même si il a changé, donc dans le Malé, par exemple, la France, on a Antilles, Guadeloupe, Martinique, on a la communauté franco, comment dirais-je, antillaise. Pour Lumumba, il n'était pas contre le fait que tous les la communauté belgo-congolaise, c'est-à-dire que le roi Baudouin a dit que le roi d'Abisso, mais tout vivre toujours ensemble. On a, dans 1956, à comment un livre pour expliquer ma Kamouana. Mais en 1958, tant qu'on a eu une conférence à Accra, à Ghana, à Koutani, il y a un leader, Moussoussou, panafricain. À Koutani, par exemple, il y a Franck Fano. À Koutani, par exemple, il y a Kwame Nkrumah. Il y a Batubele Kouna. Tant à Zongi, à comprendre, à changer le discours. Alors, très bien que non, nous devons aller dans l'indépendance immédiatement.
peuple a souffert mingi. Tu dois accepter la colonisation. Tu dois expliquer que Mundela continue toujours à dominer l'Abisso. Et ce qui fait le 30 juin, devant le roi Baudouin Oaya qui prend l'indépendance du Congo, le Mumba a expliqué la position anticoloniale, position anti-impérialiste, a expliqué en haut. Et pas il y a roi Baudouin, mais pas il y a les Congolais surtout. Aujourd'hui, question dit très bien que par rapport à un état de siège, quelle serait par exemple la réaction ou la position de Lumumba? État de siège, il y a ma bête. État de siège, il y a dit constitutionnel. Dans le il y a notre constitution, article 85, nous parle de l'état de siège. Mais le vote pour nous, ça veut dire quoi? On nous a dit que nous sommes en guerre. Mais il faut qu'on définisse justement l'agresseur. Qui nous agresse dans cette guerre-là? Qui nous agresse? Et pourquoi pas qu'on agresser Bissot? Mais une fois, tu es agresseur, un gouvernement normal et au Sanine, et qu'on mobilise la population contre l'agresseur. Si on a posé une question, ah bon, vous avez notre agresseur, vous avez on parle d'ADF, tout ça, on ne sait pas. Donc, on n'est pas contre l'état de siège, mais on aurait souhaité Toyeba un peu, Toyeba en guerre contre qui? Bien état de siège, on nous apprend qu'il y a toujours des morts. On nous apprend qu'il y a des côté au Bombatou. Plus de 157 personnes ont déjà, malgré l'état de siège. On nous apprend que dans le cas d'état de siège, il y a des problèmes. Il y a finance. Yemoko, Félix a trouvé très bien que, à quel on découvre mafia dans la carte armée. Effectif, au Bapesa, il y a 11 à la. Bref, je vous ai dit que le Mumba vivant a accepté que pendant plus de 20 ans, Rwanda a continué à narguer Bisso, Rwanda continue à piller systématiquement nos richesses. Le Rwanda, depuis 1997, il y a plus de 10 millions de morts au Bakoufi. Kima, espace où escalier pour y aller, Rwanda va place one. Le Mumba vivant, il allait arrêter ça. Par la guerre. Comme disait Laurent Désiré Kabila, la guerre doit. Il faut les hommes et pas y avoir Outaki. Et Outaki na Rwanda, il faut en Rwanda. Comme a dit Mozitou, surtout nous à la Kimia, nous devons préparer, nous devons faire la guerre contre le Rwanda. Le Mumba vivant, il allait faire la guerre contre le Rwanda parce que quand vous êtes attaqué, un pays normal répond. La diplomatie vient après, tout simplement. Donc, là encore, je dis que le Mumba vivant a que pendant 20 ans, le Rwanda Sakanabiso n'a pas sanctionné les hauts, tout cela. Et ceux qui ont attaqué le Rwanda, peut-être en mettant des séjours et en gros, qui me sait quoi dans la partie est, qui me sait quoi. Parce que Kagame n'attend que la voix de la force, comme tout dictateur. La diplomatie, ce n'est pas son problème. Elle est bien notée. Voilà ce que je peux dire par rapport à ce qu'il y a Est Congo. Au tout par rapport, comment dirais-je, il y a des jeunes. Oui, comme tu as dit, il était jeune. Le Mumba lui-même. Mais le Mumba, dans son combat, nous avons une situation où il y a très bien que l'homme qui a beaucoup de bilingues. Organisez-vous. Donc même dans son pensée, il y avait toujours les jeunes de Katakomba. Oui, que ceux qui ont commis un certain âge avancé, nous autres les Mbaka, moi au bout de ma société, mais un peu, comment dirais-je, objectif est commis un peu à la baisse. Mais quand on est jeune, on a encore l'avenir devant. Le Mumba a toujours demandé aux jeunes de prendre leur avenir à Maboko Nabango. Et d'ailleurs, Laurent Désiré Kabila avait dit, prenez-vous en charge. Mais c'est aussi pareil pour les jeunes, il faut se prendre en charge. Vous avez opposé de répondre à l'invité?
61 ans après. Oui, oui, quand on a chanté l'hymne national ici, debout, Congolais, donc nous voulons bâtir un pays plus beau qu'avant. Le père fondateur de l'indépendance, il voulait bâtir un pays plus beau qu'avant. Plus beau qu'avant, ça veut dire quoi? Ils ont connu la colonisation. Ils ont souffert pendant la colonisation. Moi, je me rappelle, j'étais très jeune. Dans mon na Bumbu, bazo bete bembe fimbu, pas foutu pas goûter et bembe. Bazo bete fimbu, pas foutu pas goûter. Comme il très bien que biso ba bantou, tu es proche na bibembe na biso. A foutu pas goûter pas bete fimbu, si on a foutu pas goûter pas bete na fimbu sur la koufi, faut na fouta pas. Donc on a souffert. Alors, le père de l'indépendance voulait très bien bâtir un pays plus beau qu'avant. Pays moko oyo, tout ce qu'on a connu comme souffrance, et vous avez le souhaité. Mais aujourd'hui, 60 ans après, peut-être que je suis à la sécurité. Parce que moi, ils ont été. Peut-être que je suis à la téléphone est déchargé pour exercer les été. Peut-être que je suis à la militité. Pour que je suis à la militité. Et ils ont battu Oyo. Lelo, oui, papa Nabiso. Comment vous regrettez la période coloniale? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 60 ans après, on n'a rien fait de cette indépendance-là. 60 ans après, on n'a pas bâti un pays plus beau qu'avant. Mais là, ce n'est pas seulement Félix. Hein. Tous les dirigeants successifs au Baye, hein. Chacun a un ani, Mobutu et consort. Le Mumba voulait faire quelque chose. C'est un qui est pays comme réellement indépendant. Et si le pays est indépendant réellement, vous êtes maître de votre destin, vous pouvez faire des choses. Si le tiki mouto, nos richesses, les richesses de Bango, tu reçois copier en côté. Parce qu'il était anticolonial, anti-impérialiste. Bah, boumi, bah, l'ongolier, bah, effacé. Mais tant bah, effacé. Tous ceux qui sont venus après, le Mumba a gagné une élection. Le 5 septembre, Kassabou a longoli le Mumba. A longoli pourquoi? Parce que le Mumba a aussi la guerre contre Kassai, a aussi la guerre contre les Katanga et na Kassai Batubaku Fimingi. Alors que les 4, il y a le Mumba, il y a Kassai, il y a un hélicoptère qui se passe là-bas, il y a un Bango Bakita. L'Américain sait très bien que l'Ongolaï, le Mumba, non, il y a un Longolaï. Parce que pendant le Premier ministre, c'était le Parlement qui m'avait mis là comme Premier ministre, accepter Gingaï. Ce qu'on a, il faut que on a Parlement, autour d'un Parlement, si on a la confiance ou pas. Il n'y a pas de l'Ongolaï. Parce qu'en fait, je vous rappelle que celui qui a servi à Komagi président, c'est parce que la majorité, le mouvement de Batia qui est place one. Il y a la majorité. Et sur ce coup-là, Mobutu, le 14 septembre, a eu un coup d'État. Le premier coup d'État, le 14 septembre, a arrêté la démocratie. Depuis le 14 septembre, tous ceux qui sont succédés au pouvoir, ils ont été dit de manière illégitime. Illégitime depuis le 14 septembre. Le peuple a voté à Bangote. Le peuple a voté qui il est haute. Le peuple a voté qui Mobutu est dans Loma. A voté qui était. Le peuple a voté qui Kabila était. A dans tout ça. Le peuple a voté qui Joseph Kabila était. Pour Moutou Kabila a voté qui Yéhouyem t'a dirigé Mbokote. Le peuple a voté par rapport à la finalité de Tshisekedi. Le peuple a voté Kabila et Kabila s'est imposé. Nérémona Fayoulou. Le peuple a voté Fayoulou et pas Félix. Donc depuis le 14 septembre, on a vécu un régime illégitime. Parce que le peuple a voté Bangote. Ça, c'est la réalité. Si on a notre constitution, dans point 1, l'exposé des motifs, va expliquer depuis notre accession à l'indépendance, on souffre toujours d'un problème, il y a illégitimité, il y a des dirigeants dans l'institution. Bref,
Donc pour dire seulement que la zone la question au yo opposa qui sur lui, on a répondu. Oui, 60 ans après, le fait que assassiner la démocratie. La démocratie a été assassinée le 17 janvier. Déjà le 14 septembre, Mobutu a neutralisé la démocratie. Pour le Mumba, Akpabomiye, a toujours Premier ministre, au neutralisé. Bakamati batie papa Iléo, Babengi Tshisekedi, Babengi Liaou, Babengi Bajane, Bantouré Bango. Mais tous ces gens basaient la légitimité à peuple. Il y avait que le peuple avait élu qui avait la majorité au niveau du Parlement. Bref, dans mon poussé, 60 ans après, le pays n'a pas avancé. Au contraire, le pays n'a fait que reculer. Pourquoi le pays n'a pas avancé? Parce que tous ceux qui ont dirigé le pays, ils n'ont jamais eu une vision lumumbiste dans ce sens pour lutter contre la néocolonisation, pour lutter contre l'impérialisme. Monsieur... Premier, il y a l'Ino, il y a le Mumba. On a dû expliquer à que, d'ailleurs, le Mumba avait 5 enfants. Moi, je suis comme Guy Lumumba. Guy Lumumba a dit d'accord que Barili connaît Zonga. Guy Lumumba a la même logique que Oyubiso Zagoloba. Nous voulons d'abord qu'il y ait procès. Procès et Salama. Sur le procès et Salami. Tu es dit, Banani Babumaki Lumumba. Pourquoi Babumaki est si ma réparer ma foutu état congolais, ma foutu famille de Lumumba, ma relique qu'on a éhié, to kunyango ne semo. Ce qui relique qu'on a éhié, comme à l'élo, sans procès, la Belgique trouverait là une occasion de se débarrasser d'un problème. Et si il n'en parlera plus, tant que relique est kuna, to lingi to tia pression pour procès le Lumumba et Salama. Il y a des gens qui ont tué le Lumumba. En tuant le Lumumba, ils ont tué la jeune démocratie congolaise. Ils ont perturbé l'avenir à Congo. Ils ont dit grave. Nous voulons savoir pourquoi ils ont tué le Lumumba. Et ces gens-là doivent réparer. Donc, on dit pour cet équilibre, et quand on parle de 16 millions, mais 16 millions, ça dit est belé. De toute façon, on ne parle que de millions. Hein. On a détourné 12 millions, on a 15 millions de rétrocommission, on a 57 millions de procès caméré, 4 millions. Mais dans le monde, on a très bien que pour construire une usine, il y a traitement, il y a or, 5 millions seulement. Toujours au stade de on accepte d'aller traiter notre or dans Rwanda, pays agresseur. Alors que cette usine-là, on peut la créer ici chez nous, avec 5 millions de dollars. 16 millions, on a Oyengo Bima. On va créer comme une usine. Il y a or, pour nous traiter or. 27 millions, il y a un Jeep, on va créer comme une usine. 16 millions, on va réflexionner plutôt bon. Qu'est-ce que ça, tout le monde, est-ce qu'on ne peut pas créer Bobo Pito avec 16 millions, ou même avec 27 millions, ou même avec 15 millions de rétrocommission? Non, je pense que c'est vraiment scandaleux, surtout que on nous dit que bon, le pays souffre, sur le plan social, rien ne marche, débourser 16 millions. Non. Mais peut-être il y a d'autres raisons cachées qui ont rapport avec la récupération. Pourquoi tu n'as qu'à histoire comme étant l'homme qui a fait revenir Bareli Lumumba? Ça, on peut comprendre la raison politique. Mais en même temps, je vous rappelle que parmi Bato Babomaki Lumumba, les descendants de la Bango Bazali, quand nous mettons débat, il y a par exemple que Bato Babomaki Baye Bana, quand nous disons que, par exemple, le mapping va créer tribunal, ça va nous permettre de clarifier ma bien dans beaucoup de il y a beaucoup de zones d'ombre dans l'histoire de Nabiso. On doit savoir qui a fait quoi dans ces pays. Ceux qui comprennent l'histoire de Nabiso, on risque dans l'avenir de commettre les mêmes erreurs, les mêmes bêtises.
on doit mieux connaître notre histoire. Donc, qui a tué Lumumba? Pour nous, Mabomi, on doit faire notre deuil collectif. Voilà un peu. Maintenant, pour mon métal Jeep, on a dû expliquer, l'actualité, c'est que ce soit Jeep. Mbosso, le président, a lobby. Ils allaient don. Mais les gens qui ont marqué, les bandits, tout ça, oh non, ils allaient crédit. Mais attendez, un crédit, si vous avez crédit, vous avez un crédit, vous avez commissaire, vous avez courant d'un côté. Pourquoi les députés la Mouka, entre autres, décidé, vous avez un joie, vous avez 10 points. Pour la nuit, vous avez dit que c'est ça, vous avez 10 points, si vous avez crédit, vous avez un foot. Pour la nuit, les députés FCC, vous avez un crédit. Non, ce n'est pas un crédit. C'était un don qui cachait une corruption, tout simplement. Mais tellement que l'Union sacrée a pris dans les Kamouana, il va déplacer des débats. Martin Fayulu a coûté un Kabila. Martin Fayulu a coûté un Kabila. Il y a une diversion. Il y a une Martin, le président Martin Fayulu, pourquoi tu as un Kabila? Ils appellent Tabouta. Ils appellent Soumouta. Parce que Martin Fayulu, le président élu, il y a un cadre pour vendre autour d'une table. Toutes les parties prenantes. Félix, Kabila, Lamouka. Tout discuter sur la réforme à mener dans ce pays. Il faut tous se mettre d'accord sur les réformes. On peut aller dans l'élection anticipée. Depuis février 2019, le président Fayulu a beaucoup de Kabila, mais dans un cadre bien précis. Et non à Boutou, mais à Moï, au vie et aussi de tous les Congolais. Et aux attaques à Boutou, à Ngakati, tout ça, non, jamais. Mais les autres l'ont fait, tu es bien. Donc, c'est pas qu'il y a un Boutou. Le président Fayulu a recoupé jamais na Kabila na Boutou. Ce qui a recoupé autour d'une table, au vie et aussi de tous les Congolais. C'est pour te dire que Bakoutani, peut recoupé na ya Mouyipi. Donc, il y a très bien que oui, mais dans le cadre, il y a une conférence voulue, acceptée par tous les Congolais. On discute des problèmes du pays, non pas pour aller négocier le pouvoir ou bien négocier quoi que ce soit, non. C'est pas ça. Voilà, je crois avoir répondu. Oui, monsieur. Pardon? Merci pour ces deux questions. Je vais commencer par Lumumba. Lumumba, effectivement, il est panafricain. Lumumba ne pouvait pas concevoir le développement du Congo sans le développement de l'Afrique. J'ai bien dit que Lumumba s'est retrouvé à Accra avec Franck Fanon et les autres. Et Franck Fanon, c'est l'homme qui a dit que l'Afrique a la forme de revolver dont la gâchette est placée au Congo. Donc Lumumba, c'est un panafricain. Mais en même temps, Lumumba, c'est un anticolonial. C'est quelqu'un qui s'est battu contre la colonisation. Mais aussi un anti-impérialiste. Il s'est mis le 30 juin debout devant le roi Baudouin. Il lui a rappelé tous les méfaits de la colonisation. Il lui a rappelé tous les méfaits impérialistes. Donc, quand on définit Lumumba comme un panafricaniste, ce qui est vrai, il ne faut pas oublier, c'est aussi un anticolonialiste. Panafricain, Lumumba serait d'accord de pratiquer une politique de bon voisinage avec tous les pays africains, et notamment avec de 9 pays frontaliers. Il ne serait pas contre. Aujourd'hui, nous sommes en bonne relation avec, par exemple, je ne sais pas moi, d'Angola, il n'y a pas de problème. Avec Congo-Brazzaville, même si de temps en temps, ils nous créent des misères, on est en bon voisinage avec eux. Mais s'agissant du Rwanda, le Rwanda, c'est un pays agresseur. Lorsque ton frère t'agresse, tu réponds. On n'est pas dans la logique de on te gifle sur la joue gauche, tu tends la joue droite. Non. Le Rwanda nous agresse. Le Rwanda nous a agressés. Le Rwanda et l'Ouganda se sont battus
à Kisangani pendant 6 jours. Ils ont tué des gens. Parce que je suis panafricain, mais en même temps anticolonialiste, je vais accepter, comment dirais-je, de travailler avec un pays agresseur? Non. Mais puisque la géographie fait que nous serons toujours avec le Rwanda, on sera obligé de travailler avec le Rwanda. On sera obligé de se réconcilier avec le Rwanda. Mais on ne peut pas se réconcilier n'importe comment. Il y a des conditions pour se réconcilier. Même toi, quand tu es en guerre avec ta femme à la maison, pour se réconcilier, c'est pas n'importe comment, il y a certaines conditions qu'on pose. Qui a fait quoi dans ces conflits-là? On doit savoir qui a fait quoi. Qui a tué qui? Le Congo a perdu plus de 10 millions de morts avec l'histoire avec le Rwanda. Et tous ces gens vont passer comme ça au nom de la réconciliation. Mais il faudrait encore que le Rwanda accepte qu'il a tué, reconnaisse comment dirais-je, ses forfaits. Mais quand Kagame, devant la presse internationale, il nie, il dit que non, il n'y a pas eu comment dirais-je, de crimes, de massacres au Congo. Alors que toi, tu sais très bien qu'il y a des massacres au Congo. Lorsque l'ONU, les experts de l'ONU, disent qu'il y a eu des morts, plus de 5 millions de morts, et Kagame qui dit bonnement que non, il n'y a pas eu de massacres au Congo, il nie devant toi, le président congolais. Mais avouez que ce n'est pas normal. Lorsque son ambassadeur renchait en disant que oui, il n'y a pas eu de massacre. Mais on est en train de, comment dirais-je, de refaire l'histoire ou quoi? À cette allure-là, 50 ans après, nos enfants ne sauront pas ce qui s'est passé. Nous sommes vivants, nous sommes témoins de ce qui s'est passé. On est en train de mentir devant nous-mêmes. On sent très bien que cet homme n'est pas de bonne foi. Et coopérer avec un homme pareil, c'est très dangereux. Il faut d'abord qu'il y ait une réparation. On va se réconcilier, mais d'abord réparation. L'Ouganda, on lui réclame 10 milliards de dollars. Mais au Rwanda, on réclame comme rien. Mais c'est pas normal. Le Mumba vivant n'allait pas accepter ça. On va se réconcilier, oui. Parce que la géographie a voulu qu'on soit ensemble, oui. Mais d'abord, il faut réparer le dégât que tu as fait dans mon pays. C'est là où Mobutu avait dit, si nous voulons rester tranquilles, on doit faire la guerre au Rwanda. Parce qu'aujourd'hui, le Rwanda vit qui parle le Congo. Le Rwanda est en train de piller les richesses du Congo. Pourquoi tu veux qu'il laisse? Pourquoi veux-tu qu'il abandonne? Mais il va continuer. Mais nous, on dit que nous faisons de la diplomatie de sagesse. Mais ça fait 20 ans qu'on est dans la diplomatie. Tant que la guerre ne rentrera pas au Rwanda, d'où elle est partie, mais moi je vous dirais que les Congolais, et surtout ceux, nos frères qui sont là-bas à l'Est, continueront à vivre ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. De femmes violées, de femmes éventrées. On va continuer à le vivre tous les jours. C'est devenu leur lot. Même on a mis en place des tables de siège, mais les gens continuent à mourir, on continue à tuer. Voilà pourquoi nous disons que même cette histoire de contrat signé, tu viens peut-être en retard. Je démontrais que l'usine qui doit traiter l'or du Congo coûte 5 millions de dollars. Le Congo peut créer l'usine en question ici chez nous, avec de 27 millions de jeeps, avec de 16 millions qu'on devait faire revenir les reliques de Lumumba, avec les 12 millions, comment dirais-je, d'Acacia, le ministre de l'économie, avec les 15 millions de rétrocommissions, avec les 57 millions, c'est-à-dire qu'avec des millions, l'argent des Tini, tout ça, on peut aujourd'hui construire des dizaines d'usines qui traitent de l'or. On n'a pas besoin de Rwanda pour aller traiter notre or. Pas du tout besoin. Voilà pourquoi je fustige justement ce contrat-là. Vous avez compris? L'autre question que vous avez posée, c'est la communauté internationale. Mais nous sommes condamnés à vivre avec la communauté internationale. Mais nous voulons être maîtres. Vous savez, la communauté internationale, c'est quoi cet animal-là? C'est quoi la communauté internationale? Nous sommes nous aussi la communauté internationale. Même s'il y a quelques pays qui comment dirais-je, qui se réclament de la communauté internationale. Mais moi, je veux dire qu'on est dans la communauté internationale. Nous voulons vivre
libres. Nous voulons être responsables de notre avenir. Nous voulons décider de ce qu'on va faire demain, de nos ressources. Nous ne voulons pas qu'on vienne nous imposer des choses. C'est ça l'indépendance économique pour laquelle l'Oumma s'est battu. Être maître de son destin. Comment tu vas comprendre que moi je viens chez toi? Ah, Grammy, tu as des problèmes? Oui. Bon, ok. Je vais te prêter l'argent, mais tu vas faire ça. Attendez, moi je connais mes besoins. Si tu veux me prêter l'argent, prête-moi l'argent, mais laisse-moi libre parce que je connais mes besoins. Tu ne viens pas me dire ce que je dois faire. Nous sommes contre une communauté internationale qui veut nous obliger ou qui veut nous dominer comme c'est le cas aujourd'hui. Or, quand tu vois très bien l'actuel régime, je vous remercie.